Un soir d'hiver glacial, un homme franchit le seuil de sa demeure et s'arrête net. Sur les marches, il découvre le corps sans vie d'un enfant, mort de froid. Ce n'est pas seulement un drame, c'est un signal. Le voile du monde se déchire. Derrière les dorures des chancelleries de Madrid, de Paris et de Saint-Pétersbourg, ce diplomate de haut rang, lié à la cour des tsars et fils d'un prince basque, perçoit soudain le vide d'une société qui a perdu son âme. Cet homme s'appelle Alexis de Sarachaga. Sarachaga abandonne tout, les honneurs, la politique, la chair du monde. Il se met en quête de l'esprit des origines. Sa route croise celle du jésuite Victor Drevon, et ensemble, ils font de Paray-le-Monial le berceau d'un projet colossal. En 1873, ils fondent le Hieron du Val-d'Or. Le nom claque comme une promesse, le sanctuaire de la Vallée d'Or. Mais derrière la façade d'un musée d'art sacré, s'organise une confrérie hermétique, une sorte de franc-maçonnerie chrétienne vouée au retour du Christ roi. Pour ses initiés, ce Christ est un monarque cosmique dont la lignée remonte à l'Atlantide et dont l'Égypte, bastion d'une gnose perdue, gardait les clés bien avant l'ère chrétienne. Pendant que le Hieron exhume ses racines occultes en Bourgogne, le Razès s'éveille. À Rennes-les-Bains, l'abbé Henri Boudet s'installe dès 1872. Il s'immerge dans le silence des pierres et prépare son œuvre capitale, La vraie langue celtique et le cromlech de Rennes-les-Bains, qui paraîtra en 1886. La convergence entre les recherches de l'abbé Boudet et les doctrines du Hieron du Val-d'Or s'inscrit dans la pierre. À Bourges, au cœur de l'énigmatique hôtel L'Allemand, se trouve une œuvre qui agit comme un pont entre la Bourgogne et le Razès, la fresque de la Toison d'Or. Cette œuvre interpelle par sa composition. Sans signature ni date, elle utilise des bas-reliefs tridimensionnels apposés sur des fonds peints. Mais c'est le message codé qui est ici essentiel. Pour comprendre sa portée, il faut se référer à la sémantique des bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin, où des personnages déchiffrent sur un tombeau l'énigme Et in Arcadia ego. Le Hieron reprend ces codes, mais il les transpose sur un terrain précis. Dans la fresque, le tombeau est remplacé par une représentation fidèle d'une cavité naturelle au rocher caractéristique. Empilée comme par une main inhumaine, c'est la grotte de Montferrand. Devant elle, le Hieron insère un élément mythologique capital, le Lupercal. La source qui coule au pied de la grotte, image de l'Adoux, est ornée de roseaux et accompagnée d'un loup. Ce symbole n'est pas fortuit. Le Lupercal renvoie à la grotte sacrée où la louve allaitait les fondateurs de Rome, mais il évoque surtout un héritage plus archaïque, une lignée de savoir et de rites qui plonge ses racines dans les récits les plus anciens de la Méditerranée. Autour de cette grotte, sous le patronage de la Toison d'Or, des dromadaires venus d'Orient s'invitent à Montferrand. Cette œuvre démontre que le Hieron du Val-d'Or avait identifié le point focal du travail de Boudet. En plaçant la grotte de Montferrand au cœur de cette mythologie, ces initiés prouvaient leur connaissance de la nature du secret. Ils possédaient les clés du langage pictural et la compréhension théorique du site, rejoignant par l'image et le mythe les conclusions que l'abbé de Rennes-les-Bains consignait alors sur le terrain. À la bordure même du cromlech, le menhir des Pontils se dresse comme un témoin silencieux. Bien plus qu'une simple pierre levée, il constitue un véritable observatoire astronomique. Il renvoie à un phénomène précis, archivé dans la mémoire par Strabon et Orapollon, celui de la naissance du calendrier des anciens Égyptiens. Ce point marque une transition civilisationnelle majeure, le moment où l'humanité a commencé à compter le temps en jours et non plus en nuits.
Selon Strabon, ce lieu et ce phénomène coïncident avec le nom de Thèbes. Mais ici surgit un anachronisme troublant. Pour Diodore de Sicile, la fondation de Thèbes remonte à 3200 avant notre ère. Pourtant, Strabon, au 1er siècle, utilise ce nom grec, largement postérieur à la cité originelle. Il s'agirait donc d'un nom symbolique. Un paradoxe éclate alors. Si les vestiges les plus anciens de Thèbes en Égypte ne datent que de 2200 avant Jésus-Christ, où sont passés les 1000 ans qui marquent le début de la cité? Ce chaînon manquant d'un millénaire suggère l'existence d'une Thèbes bien plus ancienne, dont le cromlech de Rennes-les-Bains incarne l'empreinte astronomique. C'est ici que le cercle se referme avec le héron du Val d'Or. Pour le baron de Sarachaga, le langage sacré remonte à cette source égyptienne et atlante, à l'époque où le calendrier naissait sous le regard des astres. Dans cette langue primordiale, le symbole du Sacré-Cœur trouve son étymologie. Pour les anciens Égyptiens, le cœur ardent était le hiéroglyphe même de leur royaume, un appel venu de là où naît la vie. Lors du Val du Héron, le secret de Boudet et la cité disparue de Thèbes ne feraient qu'un. Ils sont les fragments d'une tradition perdue qui ne demande qu'à être réveillée par celui qui saura déchiffrer la véritable langue des origines. Dans la vraie langue celtique, l'abbé Boudet ne se contente pas de silence troublant. Lorsqu'il parle, c'est pour évoquer des mondes anéantis. Il trace un parallèle géographique saisissant entre les rives de la mer Morte et le territoire du Razès. Deux régions de désolation, unies par la présence de sel, de soufre et d'eau thermale. Pour étayer ce paysage, Boudet ne choisit pas ses sources au hasard. Il calque sa méthode sur l'itinéraire de Paris à Jérusalem de Chateaubriand. Le jeu de miroir entre le curé et l'écrivain est absolu. Là où l'illustre romantique affiche fièrement les analyses chimiques des eaux de la mer Morte, l'abbé du Razès expose méticuleusement celles de Rennes-les-Bains. Le mimétisme est total. Boudet convoque d'abord les anciens. Il cite Strabon, qui attribue 60 stades de circonférence aux ruines de Sodome, soit plus de 11 km. C'est colossal, c'est la taille des murailles de la Jérusalem antique. Le message est vertigineux. L'immense métropole n'est pas annihilée, elle est simplement engloutie, préservée par les flots. Puis, l'indice devient littéraire. S'appuyant sur Chateaubriand, Boudet énumère les voyageurs ayant prétendument observé ces palais sous la surface. Parmi eux, un certain Franz Ferdinand von Troilo. Ce chevalier du XVIIe siècle qui, aveuglé par sa foi en fixant les eaux denses du lac, avait confondu de gigantesques concrétions de sel et des réfractions optiques avec les colonnes de Sodome. Mais sommes-nous face à une simple supercherie littéraire de la part de l'abbé? Il y a plutôt ici un jeu de miroir profond, basé sur ses illusions et ses interprétations conditionnées par la croyance. Sous le poids d'une foi absolue, le regard transforme la matière. La concrétion de sel devient un palais biblique, et la nature érodée de Rennes-les-Bains se mue sous nos yeux en un véritable temple celtique. Mais une question vertigineuse demeure. Pourquoi Boudet s'accroche-t-il si spécifiquement à Chateaubriand? Parce que l'écrivain était manifestement initié à la même énigme que Nicolas Poussin. En 1829, à Rome, c'est Chateaubriand qui, en personne, a commandé et financé le tombeau du peintre illustre. Et sur ce monument, il fait sculpter en bas-relief la scène des bergers d'Arcadie. L'œuvre même qui relie le Héron du Val d'Or, la grotte de Montferrand et le mythe du Lupercal, le refuge fondé par le héros troyen Énée après la destruction de sa ville. La boucle est bouclée. Le Héron, Chateaubriand, Poussin et Boudet pointent tous vers la même obsession, une cité primordiale détruite dont la mémoire a été mise à l'abri. Le cromlech de Rennes-les-Bains est donc ce refuge.
Cette affaire dépasse la simple quête d'un trésor. Nous sommes face au vertige d'une cité perdue, protégée par une chaîne ininterrompue d'initiés. Et la clé finale de cette connexion se dérobe sous nos pieds. Elle se trouve soit littéralement dans les profondeurs d'un lac souterrain perdu au fond d'une grotte, soit dans une forme de croyance mémorielle, une force psychique capable de contraindre un souvenir antique à se réveiller à la surface du paysage. Le thème de la cité biblique engloutie ne résonne pas seulement dans le livre énigmatique de l'abbé Boudet. Il trouve un écho direct dans le célèbre parchemin découvert à Rennes-le-Château par l'abbé Saunière en 1887. Lorsqu'il est décrypté, le texte révèle une anagramme troublante, Ad Génézareth. Il s'agit du lac de Génézareth, l'autre nom du lac de Tibériade. Une autre étendue d'eau située sous le niveau de la mer est bâtie sur des sources thermales antiques pour y guérir les malades. La géographie, la chimie, le mythe, tout nous entraîne vers le monde d'en bas. Mais face à un tel abîme, une question demeure. Boudet a-t-il laissé une preuve volontaire pour nous confirmer qu'il cryptait ce message ? La réponse tient dans une simple anomalie d'imprimerie. Reprenons notre voyageur halluciné, Troilo. Dans l'édition originale de son livre, l'abbé Boudet orthographie ce nom d'une manière singulière. Il insère un espace. Il le coupe en 2 syllabes, Troy et Lo. Une faute de frappe ? Impossible. La règle absolue qui régit tout le livre de Boudet exige de décrypter les mots par le prisme de la phonétique anglo-saxonne. Appliquons la clé du maître à cette anomalie. Lisons-le à haute voix en anglais. Troy, c'est Troy, la ville de Troie. Et Lo, c'est Lo, le bas, les profondeurs. Troy Low. Par ce simple espace entre 2 lettres, l'ultime secret éclate. Le cromlech de Rennes-les-Bains cache une nouvelle Troie. Telle une belle endormie au cœur d'une cité souterraine, cette mémoire ancestrale n'attendait, dans l'ombre d'une grotte ou entre les lignes d'un vieux parchemin, que l'esprit capable de la réveiller.